Bienvenue dans la partie 2. C'est évidemment la suite de la première partie, où je racontais mon enquête sur ma famille, en laissant quelques interrogations. Et donc, je vais souvent reprendre des passages de la première partie, en les expliquant. Mais reprenons depuis le début. Ça faisait pratiquement 1 an que j'étais coincé au stade de la dernière vidéo. J'ai pris contact avec plusieurs membres de la famille côté Merton. Je leur ai expliqué ma passion, et je leur ai demandé s'ils n'avaient pas des documents, des photos, ce genre de choses. Et un cousin m'a envoyé un dossier rempli de documents. Bon, même si j'avais déjà la plupart, il y en avait de très utiles, comme des extraits, des traductions, la généalogie des Merton, avec les principales dates et lieux, même s'il manquait le décès de Barbe Brem, que j'ai réussi à trouver et que j'ai détaillé dans cette vidéo. Et il y avait un document collector, une carte d'identité, donc avec une photo. C'est celui de Jean Merton, le père de Jean-Victor. Ça a été fait à Knutange, et c'est pas étonnant, vu qu'il habitait la commune. Le père Jean Merton vit à Knutange. Par contre, au niveau de son œil, c'est un peu bizarre. Sur le côté, il y a son signalement. Donc la taille, la couleur des cheveux, de la barbe, tout ça. Et au niveau des signes distinctifs, j'ai amputé des 2 jambes et perdu œil gauche. Ah ouais, il en a bavé. Johan Merton, Arbeitsinvalide. Travailleur invalide. Ah, il était aiguilleur et là il est invalide. Il a peut-être eu un accident de train qui l'a rendu inapte. Donc c'est peut-être la guerre, ou peut-être un accident de train. Clin d'œil, clin d'œil. En tout cas, s'il était amputé et borgne, tu m'étonnes qu'il était invalide. Et au cours d'août 2025, ouais, pendant la canicule, pire période pour partir, j'ai été en Moselle avec ma mère, sur la terre de mes ancêtres, avec comme objectif de passer 10 jours à visiter les communes, les cimetières, rendre visite à la famille, aller aux archives départementales et aller en Allemagne. Après une panne de voiture qui nous a retardé d'une journée, on a commencé par le cimetière d'Étanges, pour trouver les tombes des ancêtres si elles étaient toujours là. Et bingo, on est tombé dessus. La famille Nalpa. Dedans, il y a les parents de Segmont et 2 de ses frères. Et plus loin, une autre tombe, famille Merton Martini. C'est très probablement eux. Et j'avais un gros doute s'il s'agissait bien d'eux, parce que aucun des 2 n'est décédé à Étanges. Marguerite est décédée à Nancy, et Jean-Victor à Thionville. Bon, la coïncidence est folle, c'est probablement eux. Mais la piste des homonymes n'est pas à exclure. Et je comprenais pas pourquoi je trouvais pas de tombe Martini-Hirsch, sachant qu'ils sont tous les 2 morts à Étanges. Donc on est allé voir un oncle, et on lui a dit qu'on a vu une tombe Merton-Martini. Il a dit « Oui, c'est la nôtre ». Et il y a qui dedans? Jean-Victor et Marguerite. Si elle est domiciliée à Étanges, pourquoi est-ce qu'elle est morte à Nancy et pas à Étanges ou à Thionville? Donc je lui ai posé la question. Et il m'a expliqué qu'elle avait une hépatite B, donc le foie est touché, et comme il n'existait pas de vaccin, elle a été transportée en urgence à l'hôpital de Nancy, mais est décédée dans l'ambulance sur la route. Et c'est un peu comme la question de si une personne décède dans un avion, est-ce qu'elle est déclarée morte dans la ville de départ ou d'arrivée? Alors ici, c'est la mairie d'arrivée, donc de Nancy, qui a rédigé l'acte. Et je suis bête, j'aurais pu le deviner parce que l'adresse indiquée, 29 avenue de Lattre de Tassigny, c'est l'adresse de l'hôpital. Et le vaccin est sorti l'année d'après, en 70. Et dans la tombe, il y a aussi Pierre, un frère de Marguerite, et ses parents, Jean-Aloïse et Hélène. C'est pour ça que je trouvais pas de tombe Martini-Hirsch, c'est parce qu'ils sont enterrés avec leur fille. Et ils m'ont aussi partagé des photos! 2 photos du mariage de Jean-Victor et Marguerite. C'est eux, ils sont là tous les 2! Sauf qu'ils n'avaient pas le nom de toutes les personnes. On est parti chez une tante qui, elle, avait les noms. Les 2 hommes juste au-dessus des mariés sont leurs pères. Jean Merton, un des 2 témoins. Dans les témoins, on a Johan Merton, 58 ans. En comparant la signature avec l'acte de naissance de Jean-Victor, il s'agit bien de son père. Et il ressemble bien à la photo de la carte d'identité. À côté, il y a Jean-Aloïse Martini. Et celui-là, l'autre témoin est Aloïs Martini, 23 ans. Bon, probablement le frère de Marguerite. C'est lui, c'est Aloïs Martini. Et la tante a dit « Bah tiens, Aloïse, c'est le parrain de ton grand-père. »
Et là, double flashback. Mon grand-père est né en 1944 en Moselle. Et je découvre que son troisième prénom, c'est Aloïse. Mais je sais pas d'où ça sort. Après, généralement, le prénom de l'enfant sera celui du parrain si c'est un garçon. S'il s'appelle comme ça, c'est parce que c'est son parrain. Ici, c'est la sœur de Marguerite, avec son époux et son fils. Et ici, c'est l'unique sœur de Jean-Victor. Je dis ça parce qu'il a des demi-frères et sœurs. Ils ont comme père Jean Merton, mais leur mère, c'est... Mariée le 7 novembre 1921 à Anzelingue avec Anne-Marie Klopp. C'est elle! Et au passage, elle a vécu presque 99 ans. Et enfin, les amis de la famille, Kady Welnicki et Jean Welnicki. Et en parlant de présence au mariage, voici Siegmond Louis Nalepas. C'est mon arrière-grand-père. Son frère, Antoine Nalepas, se marie à Étanges, et dans les témoins j'ai Jean Welnicki, alors lui je sais pas qui c'est, et Aloïse Martini. Ce Jean Welnicki qui était présent au mariage de Nalepas, il est présent au mariage de Martine Martini. Donc là, si je résume les relations dans les familles à Étanges-Grande, il y a un mariage Merton-Martini, le père Martini est témoin d'un mariage Nalepas, tout comme Jean Welnicki, qui est aussi présent au mariage Merton-Martini, et 20 ans après, il y a un mariage Merton-Nalepas. La boucle est bouclée. Ce carré a bouclé le boucle. Et elle m'a aussi dit, quand je rentrais de l'école, j'étais avec ma grand-mère, et je parlais qu'en allemand avec elle. Ce qui confirme deux choses, et sa femme, décédée 5 rue des Écoles. Tiens, mais c'était le domicile de Jean-Victor et Marguerite. Donc, Hélène vivait chez sa fille et son gendre, après le décès de son mari. Elle est née en 1887, à Sarrebourg, en Allemagne. Hélène vivait bien avec sa fille et son gendre, et elle était bien allemande. Par la suite, on a été voir un autre oncle, l'aîné, qui avait creusé l'histoire de la famille. Il m'a raconté comment Jean, le grand-père, a eu ses accidents. Il était machiniste, mécanicien de locomotive, à l'usine Saint-Jacques à Hayange, d'où la mention de Weichensteller. Il est fils de Johann Merton, Jean, de métier Weichensteller, aiguilleur. Donc, il travaille dans le secteur ferroviaire. Il n'a pas fait la guerre, ni de service armé, d'où l'absence de registre matricule militaire. Du côté des registres matricules, je ne trouve pas de Jean Merton. À force d'expérience, il a fini par devenir responsable du service. Comme la majorité des hommes étaient au front, et qu'il manquait de main-d'œuvre, pour tenir l'industrie, on recrutait des femmes. Et dans ce secteur, pour assurer la sécurité, on formait systématiquement des binômes de travaux. En 1916, il était en binôme avec une femme. Elle, dans la cabine de locomotive, lui, en train de graisser la locomotive à bois par le dessous. Au niveau du positionnement, il avait le buste sous la locomotive et les jambes dehors, parce que c'était plus pratique pour sortir et repasser en dessous. Apparemment, la femme aurait touché des commandes, la locomotive a bougé. Ça lui a coupé les deux jambes. La jambe gauche coupée au-dessus du genou, la jambe droite en dessous. Donc, il a porté des prothèses aux deux jambes, maintenues par des bretelles. Chaque prothèse était accrochée à l'épaule de l'autre côté, donc ça faisait des bretelles croisées. Et il a marché avec 2 cannes jusqu'à la fin de sa vie. Et un autre jour, encore en binôme avec une femme, cette fois, c'est lui qui était dans la cabine, la femme aurait aussi touché quelque chose, et il s'est pris un jet de vapeur dans l'œil. Et ça le lui a crevé instantanément. Puis il a fini garde jusqu'à sa retraite. Bon, ça lui demandait pas trop de capacité physique. Et ça lui serait arrivé en 1916. Sauf qu'il s'est remarié en 1921. Ça veut dire qu'il s'est remarié alors qu'il était amputé des 2 jambes et un œil crevé. En plus avec une femme de 20 ans de moins. Vous voyez les gars, peu importe votre physique, ne désespérez pas, vous pouvez trouver l'amour. Pour Jean-Victor, il m'a passé une photo en militaire. Et m'a expliqué qu'il était militaire à Kempfen, sur la ligne Maginot, pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'il ne voulait pas tirer sur le camp d'en face, au risque de tuer les Allemands. Pourquoi ? Comme son ascendance est majoritairement allemande, il se disait « Si je tue un Allemand, je vais peut-être tuer un cousin ». Par la suite, il a été fait prisonnier. Mais comme les Allemands manquaient de travailleurs,
Tous les prisonniers qui habitaient sur le territoire de Thionville et qui travaillaient dans les usines ont été libérés à condition qu'ils continuent de travailler. Il a fait la Seconde Guerre mondiale, fait prisonnier en juin 40, et libéré 2 mois après comme AL, Alsacien-Lorrain. Et pour Marie Courten, sa mère, elle est décédée de la tuberculose. Et du coup, je lui ai raconté pour Jean Velnicki qui est présent au mariage des Nalpa, des Martini, tout ça. Et il a dit, c'est pas étonnant, les Nalpa et les Martini étaient voisins, ils habitaient juste à côté. Ceci explique cela. On est allé aux archives départementales, sauf qu'ils ont une grande partie des archives qui est attaquée par de la moisissure. Des kilomètres d'archives touchées. Et ils restaurent entre 200 et 400 mètres par an. Évidemment, celle que je souhaitais consulter était touchée. Donc si je veux un jour consulter les archives que je veux, je dois y retourner dans 20 ou 30 ans. Donc on n'a pas fait grand chose, on a consulté les microfilms des registres paroissiaux non numérisés, et pris en photo quelques tables de succession et d'absence où des ancêtres apparaissent. Mais bon, comme c'est de l'allemand, je comprends rien. On est parti à Sarrebourg pour consulter les actes du côté Hirsch. Vu que les demander par la poste, c'est payant, autant y aller sur place. Comment expliquer? Vous prenez 2 ploucs qui apprennent l'allemand avec Duolingo, qui popent dans un bureau d'archives d'Allemagne, et qui expliquent que comme ils font de la généalogie, ils souhaitent accéder aux actes de naissance, mariage et décès, qui datent de 170 ans. Donc on a discuté à coup de Google Trad, et on nous a amenés dans un bureau. On réexplique ce qu'on veut à la personne, qui est en gros la responsable de l'état civil archivistique. Et là, elle nous demande notre lien de parenté avec eux. Là, on parle d'indiquer une filiation de 6 générations. Donc il y a moi, ma mère, mon grand-père ou mon aïeul, ma bisaïeule, ma trisaïeule et enfin mes quadraïeuls. Je lui montre mon arbre, ça c'est bien pratique, et elle note nos noms et les dates. Et je lui indique les noms que je cherche, Joseph Hirsch et Elisabeth Ley, probablement mariés et décédés à Sarrebourg. Je m'attendais à ce qu'elle nous amène à une salle pour chercher les actes, mais non, elle cherche les actes pour nous, elle navigue entre les registres jusqu'à trouver. Nous, on touche à rien, on regarde, on attend. Pourquoi? Par souci de confidentialité. Bah oui, vous comprenez, c'est une grosse fuite d'informations des gens qui sont décédés depuis plus de 100 ans. Elle arrive à trouver leur mariage et leur décès, qu'elle nous montre à l'écran. Ils se sont mariés en 1873, lui est né à Sarrebourg en 1846, ses parents sont Johann et Maria Soto. Elisabeth est née à Faha en 1848, fille de Nicolas et Maria Herbert. Sur Généanet, à la rigueur j'ai une Elisabeth Ley née en 1848 à Faha, mais bon, comment savoir si c'est elle? Donc c'est bien elle que j'avais vue sur Généanet. Et ils sont tous les deux morts la même année, en 1922, à Sarrebourg. Je sais pas pour vous, mais je trouve ça grave touchant quand un couple meurt la même année. En mode, ils s'aiment tellement qu'ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ou alors ils se sont entrecontaminés. C'est vous qui voyez. Donc déjà 3 actes. Avec les infos des parents, j'arrive à trouver des dates supplémentaires sur Généanet. Alors, tant qu'on est là, autant en profiter, c'est gratuit, non? Je lui demande l'acte de naissance de Joseph et l'acte de mariage de ses parents, Johann et Maria Soto. Génial! Jusqu'à ce qu'elle m'imprime tout ça. Ouais, c'est pas terrible, hein. Du coup, on lui demande, ça serait possible de l'avoir par mail? Et là, elle nous fixe, et elle répond pas. Elle reste neutre. Ce qui veut clairement dire non. On la remercie, on s'apprête à partir, et elle dit « Comment souhaitez-vous régler ?» Et donc on fait à peu près cette tête, et elle rajoute « C'est 6 € par acte. » 12 €. Combien? Pour 2 actes. Donc j'ai juste pas répondu, et en fait, le coût, c'est pas la poste. Ce sont des frais administratifs, qui comprennent le temps de recherche, la vérification des infos, la production d'une copie, et l'authentification que c'est bien l'acte original. Et un acte authentifié, ça sert à faire des papiers officiels, comme, je sais pas, une carte d'identité ou un passeport, pour une personne morte. Et suivant le land, c'est plus ou moins cher. Et là,
Bah pas possibilité de faire le mort pendant 8 mois, hein, faut passer à la caisse. Et en plus au départ, elle nous avait pas prévenu que c'était payant. Donc 5 actes x 6 euros, je suis mauvais en maths mais ça fait quand même la peau des fesses. Et en partant de ce principe, payer 30 balles pour 5 actes imprimés en gris dans une qualité bof, bah on a un peu plus insisté pour les avoir par mail. Et je sais pas pourquoi, mais ils sont ultra réticents à l'idée de transmettre ces infos, surtout par voie électronique. En mode, c'est un énorme leak d'informations. Donc après avoir redemandé et un peu bataillé, eh ben elle a accepté de nous les transmettre par mail. Et là, bah y a pas photo. Entre l'impression et le scan, bah, ça n'a rien à voir. Si je récapitule, si je veux remonter la branche Hirsch, qui vient de la Rhénanie-Palatinat, faut soit que j'attende qu'ils soient touchés par la grâce et qu'ils autorisent la communication sur Family Search, soit que je paye 6 euros par acte. Et le reste de la journée, on a visité les cimetières de Sarrebourg. Il y en avait 3, dont 2 stylés. Un qui était sur une colline, qui montait, et un autre qui était face à une colline. Mais on n'a pas trouvé d'ancêtre enterré. Tant pis. Voilà où j'en suis actuellement. Après, j'ai d'autres anecdotes à raconter. Du côté Selvander, pour Jean-Nicolas, c'est écrit sur son acte de mariage que son père, Conrad, est décédé en 1823 à Neudorf, annexe de la ville et paroisse de Vinkovce, au cercle frontière et militaire de Brode, en Esclavonie, dans l'Empire d'Autriche. Alors, l'Empire d'Autriche était grand comme ça avant. Et aujourd'hui, la ville pourrait correspondre soit en Croatie, en Serbie ou en Hongrie. Les registres de ces communes sur Family Search sont numérisés et accessibles, mais il n'y a pas 1823. Et pour sa grand-mère, elle est décédée en Hongrie sans date ni lieu. Yes! Et sur Généanet, en faisant des recherches sur Conrad, j'ai vu sur un arbre l'information qu'il a fait une demande d'émigration pour l'Autriche en 1817 par souci d'argent. Je l'ai contactée et elle m'a envoyé une rubrique d'il y a 25 ans sur la famille Hasselwander. Et parmi l'histoire de la famille, après le décès de son épouse en 1812, puis de son père en 1813, il a décidé de partir avec ses 7 enfants et sa mère en Autriche. Et un de ses fils, mon ancêtre, est resté en Moselle. Alors la question qu'on se demande tous c'est, pourquoi est-ce qu'il est parti en Autriche? Il est né à Wolmanster, et ses parents se sont mariés. J'ai rencontré la cousine, et elle m'a expliqué, alors excusez mon manque de professionnalisme, mais je sais plus trop, donc je vais dire ce dont je me souviens. Je sais plus si c'est une théorie ou si c'est vrai, mais en gros, dans le pays de Bitch ou de Sarkmin, au XVIIIe siècle, il y aurait eu des épidémies qui auraient décimé la majorité des habitants. Et c'est pour ça que les autorités locales, voulant repeupler l'endroit, auraient fait de la publicité en mode « Hey, toi, viens t'installer dans mon pays, on va te fournir des terres et des biens !» Et les Hasselwander faisaient partie d'une des familles qui seraient venues. Et ils feraient partie aussi des 3 familles fondatrices, si j'ai bien retenu. Et donc, dans l'idée, après avoir perdu sa femme puis son père, il se serait dit « Bon bah venez, on retourne dans notre pays d'origine ». Et quand je regarde les lieux d'origine des grands-parents, c'est pas du tout la Moselle, c'est l'Allemagne. Alors probablement qu'ils viennent de plus à l'est encore. Pour en revenir du côté Merten, vous allez vous dire « Oh le pauvre il doit galérer, c'est que de l'allemand ». Alors, ils viennent effectivement de l'Allemagne actuelle, de la Sarre. Les parents de Peter Merten, c'est Michael ou Michel. Et la mère, Catherine Müller. Et je vous montre leur acte de mariage. Et ça, c'est leur acte de baptême à tous les deux. Vous remarquez? C'est français! Et c'est parce qu'à une époque, la Sarre était française et faisait partie de la Moselle. Et la France, suivant l'époque, a eu plus ou moins de territoire. Et évidemment, lorsque des zones sont sous domination française, les registres sont naturellement en français. Donc ça facilite bien plus la compréhension. Voilà, vous savez à peu près tout de ma famille Merten. Peut-être que je ferai une vidéo sur le côté Mnalpa, parce que c'est la grosse galère niveau recherche, donc c'est très intéressant. Par ces 2 vidéos, je voulais vous montrer que la généalogie, ça se fait pas en 2 minutes, ça prend des semaines, des mois, des années. Et tout ce que je vous ai raconté, c'est pas l'arrivée, c'est le voyage.